ça résume bien les différentes parties du cours. Et voilà. Donc ça te donne Ok. un autre aperçu du cours, parce que les vidéos, surtout, elles te permettront de connaître, par exemple, la partie sur les moyens de protection contre la corrosion. Donc il y a plusieurs moyens de D'accord. protection contre la corrosion, et chaque vidéo, ça t'explique un des moyens de protection contre la corrosion. Donc on va essayer d'en voir quelques-uns, et voilà, on va essayer de voir tout ça. Donc au départ, nous, on va Ok. réviser en première partie, donc, tout ce qui est métaux d'abord. Au niveau des métaux, on va voir que, moi je dis il y a 3 catégories de métaux. Il y a ce qu'on appellera les métaux nobles, il y a ce qu'on appellera les métaux corrodables, et ce qu'on appellera les métaux Oxydable? passivables. Non. Ah, Passivables. passivable, oui. On fait de la passivation, c'est exactement ce qu'on avait dit. Si je dois donner des exemples, on avait vu par exemple la Statue de la Liberté. Mhm. C'était du cuivre avec le verre de gris. On a fait un autre TP avec de l'aluminium. On avait fait de l'alumine. Donc ça veut dire que, on va commencer par ça si tu veux. Passivable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des métaux qui se recouvrent d'une couche d'oxyde. Et cette couche d'oxyde, je vais le marquer ici. Donc il y a une couche d'oxyde qui est imperméable au dioxygène. C'est-à-dire que le dioxygène, une fois que la couche est formée, et ben, le dioxygène il ne peut plus la traverser. Donc, la couche d'oxyde va protéger le métal de la corrosion. D'accord. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, la première catégorie de métaux, c'est des métaux qui sont protégés de la corrosion. Donc, enfin, ils ne seront pas protégés totalement, mais la corrosion va être bien ralentie. Voilà. Donc ça, c'est les métaux passivables. Je vois que j'ai fait une petite erreur là. Donc c'est imperméable. Voilà. Donc ça, c'est pour les métaux passivables. Alors maintenant, c'est quoi les métaux corrodables? Ben, c'est des métaux qui se recouvrent d'une couche d'oxyde aussi, par contre. Mais celle-là, par contre, elle est... Elle est pas, elle est pas perméable. Voilà. Elle n'est pas Je sais plus imperméable. Ben, elle est perméable. le Elle mot. laisse passer. C'est le contraire d'imperméable. Donc on dit qu'elle Ah est oui. perméable au dioxygène. Ça veut dire que le dioxygène va attaquer le métal en surface, mais aussi en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on peut parler comme exemple le fer, Fe, avec la rouille par exemple. On voit bien que la rouille, le fer il est attaqué en surface, mais aussi à l'intérieur. Il suffit de prendre un portail en fer forgé. Hein. Si tu l'as recouvert de peinture, si la peinture s'écaille, à l'endroit où la peinture s'est écaillée, tout le fer va s'oxyder à l'intérieur. Bon, tu vois, donc c'est ça un métal corrodable. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de métaux. Et enfin, il y a la troisième catégorie, c'est les métaux nobles. Alors les métaux nobles, qu'est-ce qu'on peut dire eux? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces métaux nobles? Ils sont pas corrodables. Oui, ils sont pas corrodables. Et qu'est-ce qu'on peut même rajouter aussi? Donc on va dire qu'ils sont non oxydables ou non corrodables, c'est pareil. Et qu'on les trouve à l'état naturel. C'est-à-dire que si tu cherches dans le sol, tu peux trouver des métaux nobles. Tandis que si tu cherches du fer ou du cuivre dans le sol, tu ne trouveras pas. Tu vas trouver de l'oxyde de fer ou de l'oxyde de cuivre. C'est-à-dire qu'ils seront sous forme de minerais. Alors que le métal noble, lui, il existe. Alors, il faut juste en connaître 3. Alors, je te mets les symboles. C'est quoi AU? L'argent? Non, l'argent, c'est un métal noble, je suis d'accord. Mais l'argent, c'est Ag. Ah, AU, c'est l'or alors. Voilà. Donc, il y en a 3 à connaître. Je demande juste d'en connaître 3. L'or, l'argent et le platine. C'est les 3 métaux nobles à connaître. Après, il y en a d'autres, mais les plus connus, c'est ceux-là. Ok. Donc voilà déjà pour la catégorie des différentes catégories de métaux. Alors eux, ben, on peut pas faire grand chose, hein, puisqu'ils sont nobles, ils sont
sont non oxydables, donc voilà. Donc ils ne peuvent pas réagir, eux. Par contre, les métaux corrodables, comme le fer, lui, il va pouvoir réagir. Et s'il peut réagir, il va pouvoir essentiellement, lui, s'oxyder, puisqu'il va se recouvrir d'une couche d'oxyde. Donc s'il s'oxyde, ça veut dire que le fer, il va se transformer, il va se détruire. Il va se transformer en quoi? On avait vu en Fe2+. Voilà. Et après, comment t'équilibres? Parce que là, il y a on met un... il y a 2+, et là, il n'y a pas de charge. on peut mettre un 2 devant le Fe à gauche. Alors, si tu mets un 2 ici, ça ira plus parce qu'il y a 2 fers, alors que là, il n'y a qu'un seul fer. Donc là, pour l'instant, moi, je pense que au niveau fer, tu vois, tu as un atome de fer ici, un atome de fer ici, c'est équilibré au niveau des atomes. Après, c'est les charges. Là, tu as 2 charges plus. Bah, comment je fais pour... Et on rajoute 2 E-. Voilà. Et c'est ça une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons, on avait dit. Donc il faut bien penser à mettre des électrons. Donc 2 électrons pour compenser les deux charges plus. Ça va ça? Oui. Donc tu vois que les électrons, ils sont où? À droite ou à gauche? Ils sont donc à droite, à du droite. coup. S'ils sont à droite, on les libère. On les forme, Oui. on les libère. Si on les libère, on a quoi comme réaction? Une oxydation. Voilà. Donc ça s'appelle une oxydation. Ça va toujours? C'est bon? Oui. Alors maintenant, si le fer il s'oxyde, eh ben, il va s'oxyder à cause de quoi? C'est quoi les facteurs qui peuvent accélérer la corrosion du fer? Le dioxygène. Alors tu dis il y a le dioxygène, donc je vais mettre O2, oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? L'hydrogène. Non. L'eau. L'eau, oui. Voilà. Ah oui, mais non, mais c'est pas l'hydrogène, oui. C'est pas l'hydrogène. Non, mais l'eau, oui. L'eau. On a dit, donc, on pourrait même dire aussi l'eau salée, parce que du coup, tu as loupé hier le résultat des tests que tu avais fait la semaine dernière. Ah oui. Donc tu pourras demander à tes camarades, ils ont vu le résultat, ils ont vu qu'au bout d'une semaine, l'eau salée, l'eau de javel, l'eau oxygénée, ça avait bien oxydé le clou. Et moi, j'aurais montré un petit truc que j'ai fait. J'aurais montré en fait un petit tube dans lequel j'ai mis un clou en fer. J'ai mis de l'agar-agar, c'est un gel. Et dans l'agar-agar, j'ai mis 2 produits. Un produit qui permet d'identifier des ions Fe2+, un produit qui va colorer en bleu des ions Fe2+, et un indicateur coloré, acido-basique, qui est devenu rose. Donc en fait, ça a montré quoi? Ça a montré que le clou s'est oxydé. Et en fait, mon expérience, c'était quoi que je leur ai montré hier? J'aurais montré ça en fait. J'aurais mis un tube à essai, j'ai mis un clou, comme ça là, et dans ce tube à essai, j'ai mis un gel. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que en haut, ça faisait une coloration rose. Et en bas, ici, là, ça faisait une coloration bleue. Voilà le test que j'aurais montré hier. Le bleu, ça veut tout simplement dire présence de Fe2+. Et le rose, c'est un indicateur coloré acido-basique qui dit que si c'est rose, c'est que c'est basique. D'accord. Et si c'est basique, ça veut dire que quand le fer il se corrode et le milieu est basique. Et ben c'est qu'il y a des ions. On l'a vu ça. C'est quoi les ions basiques? C'est les ions OH-, on avait dit. D'accord. Voilà. Donc voilà le test que j'aurais montré hier. Donc on sait que ce qui peut permettre de corroder, c'est le dioxygène, c'est l'eau salée. Et bien ce qu'on va montrer, c'est
comment ça réagit alors l'oxygène? Donc l'oxygène, c'est O2, on a dit. O2, lui aussi, il va subir une réaction. Donc je vais mettre un égal là aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va donner O2? Quand on a de l'oxygène, je crois que tu étais là quand on avait expliqué, quand on a de l'oxygène ici, pour équilibrer de l'oxygène, il faut rajouter quoi à droite? Parce que le fer, il est en contact avec généralement de l'eau, justement. Et c'est comme ça qu'il corrode. Donc, s'il y a de l'O2 à gauche, les oxygènes, tu vas les équilibrer en mettant à droite de l'eau. Je m'en souviens plus du tout. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau. Donc, quand tu as de l'oxygène, tu sais que tu es en milieu aqueux. Donc, du coup, le O2 va se transformer en H2O. Mais alors, par contre, il y a combien d'oxygène à gauche? Qu'un seul? Non. Deux, Il y a deux là, il y a 2 oxygènes. Il y a combien d'oxygène à droite? Qu'un seul. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faut faire devant H2O alors? Pour avoir 2. Et ben on rajoute un 2. Et ben voilà. Ça voudra dire que si j'ai 2 H2O, ça fera bien 2 oxygènes à droite, 2 oxygènes à gauche. Maintenant. Mais du coup, là, il faut équilibrer, oui, avec l'hydrogène. Oui, il en faudra combien du coup alors à gauche? 4. Oui, donc je vais mettre 4H. Mais H, ça n'existe pas tout seul. C'est quoi ce qui existe avec un H qui caractérise un milieu acide? H2+. Presque. H+. Ah, ok. C'est l'ion H+, qui montre que c'est un ion acide. Et ensuite, il faut équilibrer. Il y a 4H, 4H, 2 oxygènes, 2 oxygènes. Et ça fait combien de charges plus au final? 4. Bah 4 du coup. 4 plus. Et comment tu vas faire pour ne plus avoir de charge comme à droite? Qu'est-ce qu'il va falloir rajouter pour compenser les... On rajoute plus 4 E-. Et ben voilà. Très bien. On rajoute 4 moins. Comme ça, 4 moins, ça compense les 4 plus. Et alors du coup, les électrons, là, ils sont à droite ou à gauche? À gauche. Alors, ça sera quoi s'ils sont à gauche? On les prend? Donc c'est une réduction? C'est une réduction. Et voilà. Donc là, tu vas trouver l'équation d'oxydation, l'équation de réduction. Tu vois? D'accord. Alors maintenant, je vais t'apprendre un petit truc. Parce que là, normalement, tu vois, on peut te demander ça au bac. Hein. On peut te demander cette équation-là. Donc ça, tu es d'accord que c'est un milieu acide. Parce qu'il y a des ions H+. Mais moi, quand j'ai fait mon expérience, je t'ai dit que mon indicateur coloré, il était incolore. Il a viré au rose en haut. Et s'il a viré au rose, c'est que le milieu était basique, c'était OH-. Alors comment je peux faire pour enlever ces H+, et avoir des ions OH-? Alors il y a une petite astuce qui consiste à faire la chose suivante. Il y a combien d'H+? 4. Et bien ce que je vais faire, je vais rajouter autant d'H+ que d'ions OH-. Mais si j'en mets 4 à gauche, OH-, pour pas changer mon égalité, il faut que je rajoute 4 OH- aussi à droite. Et comme ça, je ne change pas mon égalité. T'es d'accord? Parce qu'il y a 4H+, 4 OH- à gauche, 4 OH- à droite, donc mon équation, c'est toujours la même. Alors maintenant, regarde pourquoi j'ai fait ça. Parce que les 4H+, avec les 4 OH-, et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as un acide et quand tu as une base, tu en mets autant de l'un que de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer au bout du compte? Ça va rester entre les deux. Et ça veut dire quoi si ça reste entre les deux? Ça veut dire que ça va devenir acide, basique ou neutre? Neutre. Et oui. Et si c'est neutre, c'est quoi? C'est qu'on va avoir 4 molécules de H avec OH. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que le plus et le moins, ça se compense. Et donc H avec OH, ça va faire de... OH-. Eh ben non. OH- plus H+.
ça fera H2O. T'es d'accord? Ah bon? Bah regarde, H avec OH, ça fait pas H2O ça des fois? Si tu raccroches le Ah bah si, bah oui. et le plus et le moins, ça se compense, il n'y en a plus de charge après. Donc il n'y a que du H et du OH. Et le H et le OH, ça fait de l'eau, donc ça fait neutre, hein, comme tu me disais. Donc là, ça y est, D'accord. le fait d'avoir ajouté 4 OH-, ça a permis d'éliminer les H+, et je les transforme en molécules d'eau. Et j'ai toujours mes 4 électrons, ça ne change pas. Égal, alors qu'est-ce que je vais avoir à droite? Je vais avoir 2 H2O. Plus 4 OH-. Et ben voilà. Et est-ce que je peux encore simplifier des choses? Regarde. Ben moi je dis que oui, parce que tu as combien d'H2O à gauche et tu as combien d'H2O à droite? 8. Bah non, 4 H2O à gauche et 2 H2O à droite. Et ben qu'est-ce qu'on peut simplifier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben moi je peux enlever les 2 H2O à droite. Mais si j'enlève les 2 il ne restera que 2 H2O à gauche. Et ben voilà. Et voilà. Okay. Et ça, si tu veux, c'est l'équation de réduction en milieu, comme on a des OH-. Neutre. Et non, OH-. Basique. Ah oui, basique. Voilà. Oui. Donc si on te demande dans la question, écrire l'équation en milieu basique, tu vois, il faudra que tu fasses ces 2 étapes-là. Si on te dit écrire l'équation en milieu acide, donc tu arrêteras là. Tu vois? Donc en milieu acide, c'est ça. En milieu basique, c'est ça. Donc toi, ça dépend des exercices après. Donc soit on te demande celle-là, soit on te demande celle-là. Tu vois le passage qu'on a fait? Donc là, tu as tout trouvé pour l'instant. Tu as trouvé l'oxydation, tu as trouvé la réduction. Ben, il ne me reste plus que 2 choses à te montrer sur cette première partie. Je t'ai appris 2 phrases. Je te les remarque à côté. Je t'ai appris qu'un oxydant se réduit. Un réducteur. Et un réducteur s'oxyde. Voilà. Tu te rappelles de ces 2 phrases? Oui. Alors du coup, si tu te rappelles de ces 2 phrases, tu vas tout de suite pouvoir me dire qui est l'oxydant ou qui est le réducteur, d'après ce qu'on vient d'écrire. Est-ce que le fer, ça serait quoi pour toi? D'après la phrase. Bah, c'est le réducteur. Ouais, ça c'est le réducteur Fe, parce que le réducteur, il subit une oxydation, donc il s'oxyde. Voilà. Et Fe de plus, c'est l'oxydant. Et ben voilà, très bien. Et comme c'est l'oxydant, on va pouvoir écrire le couple oxydant-réducteur. Et quand on écrit le couple oxydant-réducteur, on met toujours l'oxydant en premier. Donc l'oxydant, c'est Fe2+, et le réducteur en deuxième. D'accord. Et alors après, on va essayer de faire pareil pour le deuxième couple avec la deuxième réaction ici. Alors, ça serait quoi pour toi, O2? O2 se réduit. Tu vois bien, O2. Bah, O2, c'est l'oxydant. Donc, je le mets en premier, c'est l'oxydant, O2. Et du coup... Et 2H2O, c'est le réducteur. Et ben, je vais le mettre après. Et voilà. Voilà mes 2 couples oxydant-réducteur. Donc, tu vois que pour faire une réaction d'oxydoréduction, tu as besoin de 2 couples oxydant-réducteurs. Ça va pour ça? Alors maintenant que tu as trouvé l'oxydation, tu as trouvé la réduction, ben la question qu'on va pouvoir te poser maintenant, c'est celle-là. C'est d'écrire l'équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire la somme des deux. Donc on va dire que la première, c'est celle-là, et on va dire que, alors on va prendre celle-là alors. La deuxième, on va se dire qu'on reste en milieu acide, on va dire que c'est celle-là. Alors, est-ce que tu peux me faire la somme des deux? Qu'est-ce qui va rester? On prend la totale, par exemple, pour la deuxième, on prend aussi les 4H+. Ah oui, bien sûr, il faut tout additionner.
tout ce qui est à Ok. gauche et tout ce qui est à droite. Alors, qu'est-ce que ça va donner du coup? Et bah, FE plus O2 Alors, plus 4H plus 4O moins. alors, oui, plus O2 plus 4H plus, tu m'as dit 4 moins. Et là, comme c'est la réaction, là, il faut que je mette une flèche. Ça, c'est la vraie réaction. Vous voyez, quand je mets des égales, c'est ce qu'on appelle les demi-équations électroniques, on appelle ça. Et quand je mets la flèche, c'est la vraie réaction qui a lieu. Tu vois, c'est la somme des deux. D'accord. C'est pour ça que je mets égal d'un côté et je mets la flèche à la fin. Et alors, qu'est-ce que je vais avoir à droite? FE de plus 2E- plus 2H2O. Ouais. Plus 2E- plus 2H2O. Ben, moi, je m'aperçois que j'ai un petit souci. C'est pas équitable. Ben, il y a 4 électrons à gauche et il n'y a que 2 électrons à droite. Ça va pas, c'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'on doit faire pour équilibrer? On met tout au même coefficient multiplicateur. Enfin, Il faut avoir si, 4 on met tout au même coefficient multiplicateur. Et oui, le plus petit multiple commun à 2 et à 4, eh ben c'est 4. Donc le 2, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire alors du 2? Il faut le multiplier par 2. Et si je multiplie par 2, il faut que je multiplie par 2 pour ne pas changer mon équation. Toute l'équation, toute la ligne. Parce que je ne peux pas multiplier. Donc, je peux pas multiplier que les 2 électrons par 2. Si je multiplie par 2 ici, il faut multiplier par 2 le Fe de plus et par 2 le Fe aussi. Donc si on multiplie par 2, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2. 2 Fe plus. Alors là, je lis Fe de plus. 2 Fe de plus. Voilà, donc ça sera 2 Fe de plus. Et là, j'aurai bien mes 4 électrons. Et là, je pourrais les enlever. Et voilà. Voilà ton équation d'oxydoréduction. D'accord. Ça va, c'est bon pour cette partie? Oui, oui. Alors maintenant, autre partie qu'il faut connaître. Non, je passe je prends une autre diapo. L'autre partie qu'il faut connaître, c'est ça maintenant. Donc, pour la suite, ce que je vais faire, ça sera donné en contrôle. Hein. Je l'ai dit aussi au reste de la classe. Dans le contrôle, je ne te demanderai jamais de le savoir par cœur. Ce qui sera donné, ça sera ça. Donc, je te le redessine. Ça sera donné dans le contrôle, hein, tout ça. Alors, ce qui sera donné, c'est ça en fait. C'est ce qu'on appelle une échelle. Une échelle de. On appelle ça échelle électrochimique. Voilà. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Tu as ça d'un côté, tu vas avoir ça de l'autre. Voilà. Voilà. Donc ton échelle, elle va se présenter comme ça. Tu vas avoir, on va te placer des couples. Alors au niveau des couples qu'on peut te placer, par exemple, c'est à celui-là. Tu as celui-là. On va mettre celui-là ici. Tu as celui-là. Et on va rajouter celui-là aussi. Voilà. Donc, tu vois, cette échelle-là, ça sera toujours donné. Alors maintenant, on va se servir de cette échelle pour, comment dire, pour montrer des moyens de protection contre la corrosion. Alors, pour montrer ça, je vais faire deux exemples. Je vais faire le cas de ce qu'on appelle une pile. Donc, c'était là quand on a fait le TP sur la pile à l'orange. Oui. Donc là, on va faire dans un premier cas une pile. Et dans un deuxième cas, on va faire l'inverse d'une pile. On va faire ce qu'on appelle une électrolyse. Voilà. L'électrolyse, tu avais vu aussi, on avait fait avec l'aluminium. On avait mis un générateur. C'est pour ça que je vous avais dit en cours, une pile, c'est quand tu prends ton portable, tu téléphones, tu utilises tes applications, et ben ton appareil, il se comporte comme une pile, puisque c'est grâce à ton portable que tu peux avoir toutes tes applications. Donc là, c'est la pile qui débite. Par contre,
quand ton portable est usé, quand la pile est usée, on peut la recharger. Et pour la recharger, tu mets un générateur, tu la branches au secteur. Et là, tu fais une électrolyse. Donc, tu vois, tu as d'un côté la pile, d'un côté l'électrolyse. Alors, pourquoi je te parle de ça? Eh ben, grâce à ça, je vais te montrer 2 moyens de protection du fer contre la corrosion. Le premier moyen, eh ben, c'est de faire une pile. Alors, pour faire une pile, il suffit de faire la chose suivante. On va prendre un bécher. Dans ce bécher, on va placer 2 électrodes, comme ceci. Voilà. Donc je te rappelle, c'est quoi une pile? Rappelle-toi ce qu'on avait fait avec l'orange. Je crois que j'avais pris une pièce de monnaie, j'avais pris une barre de fer et j'avais trempé dans l'orange. Tu te rappelles de ça? Oui. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut pour faire une pile au final? Eh ben, il faut 2 électrodes métalliques. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme électrode? Ben, je vais prendre du fer, puisqu'on va dire que c'est la partie que j'aimerais protéger de la corrosion. Et je vais prendre de l'autre côté du zinc. Donc là, j'ai bien mes 2 électrodes métalliques différentes. Voilà. Et puis, j'ai une solution qui contient des ions Zn2+. Voilà, j'ai une solution ionique. Alors, comment ça marche une pile? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse marcher? Il faut que le circuit soit fermé. Donc, pour fermer, ben, qu'est-ce que je vais rajouter pour montrer que j'ai bien une pile? Une pile, ça délivre quoi une pile? Ça délivre une énergie. Une tension. Ah, attention. Donc, je vais utiliser un voltmètre. Et le voltmètre, il va m'indiquer quelle tension va générer ma pile. D'accord? Alors maintenant, comment ça va fonctionner? Alors, pour essayer de voir comment ça fonctionne, il faut que je regarde, comment dire, la valeur de ma tension. Si la valeur est positive, ben, ça veut dire que mon voltmètre est branché dans le bon sens. Si la valeur affichée est négative, c'est que mon voltmètre est branché dans le mauvais sens. D'accord? Alors, pour que ça soit branché dans le bon sens, moi je te donne les polarités. Et ben, la borne V du voltmètre, c'est généralement la borne plus, elle va être branchée côté fer. Et la borne moins, la borne comme, parce que tu sais que c'est la borne comme sur un voltmètre, elle sera reliée au zinc. Et là, ça va m'afficher une tension. Cette tension, on l'appelle grand E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Généralement, une pile, ça vaut souvent, quand on achète, généralement, chez ton marchand de journaux, ça vaut 1,5 volts par exemple. Tu vois, c'est ce que tu peux lire sur un voltmètre. C'est ça qu'on appellera la force électromotrice. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Si on a une pile, donc la borne V, tu es d'accord? Elle est reliée à la borne plus. La borne comme, elle est reliée à la borne moins. Ça va toujours? Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on a dit en cours? On a dit qu'à la borne plus, dans une pile, comment elle s'appelle? La cathode. Voilà. Et la borne moins dans une pile, comment elle s'appelle? L'anode. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. D'accord. Ça va pour ça? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à la cathode? Qu'est-ce qui se passe à l'anode? Je vous ai donné une petite astuce. Je ne sais pas si tu te rappelles. L'astuce, elle s'appelle voyelle, voyelle, consonne, consonne. Ah oui, la cathode, enfin, au côté plus, du coup, c'est une réduction. Oui. Et au côté moins, c'est une oxydation. Et ben voilà, tu as compris. Voilà ce qui va se passer dans ta pile. C'est comme ça que tu vas le deviner. Donc soit d'un côté, tu as la réduction parce que c'est la cathode, et de l'autre côté, tu as l'oxydation parce que c'est l'anode. Voilà. Voilà ce qui va se passer dans ta pile. Alors, qu'est-ce qui va s'oxyder? On essaie de regarder. Ce qui va s'oxyder, eh ben, l'anode, elle est en zinc. Tu vois bien ici. L'anode, c'est la borne moins. Ça veut donc dire que c'est le zinc qui va s'oxyder.
Donc si le zinc s'oxyde, ça veut dire que le zinc il va se détruire. S'il se détruit, il va donner des ions. Zn de plus. Voilà. Zn de plus. Et comment t'équilibres? Plus. Plus 2 moins. Et comme on libère des électrons, on a dit tout à l'heure que c'est bien une oxydation. Tu vois? D'accord. Alors maintenant, au niveau de la cathode. Alors au niveau de la cathode, comment dire? On a du fer. T'es d'accord? On a du fer et on sait qu'on a une. Réduction. Donc ça veut dire que si ça se réduit, c'est qu'on forme du fer. Il n'est pas détruit. Du coup, il n'est pas détruit le fer. Alors d'où est-ce qu'il provient le fer? Il provient des ions. Tu as le couple là pour t'aider. Fe de plus. Voilà, on part de Fe de plus. Il faut rajouter quoi cette fois-ci? Plus de E moins. Oui, qui va donner Fe. Les électrons sont à gauche, on a bien une réduction. T'es d'accord? Ok. Alors Oui. maintenant, j'essaie de comprendre ma pile. Parce que tu sais qu'une pile, ça s'use. Hein. Donc ça veut dire que quand elle fonctionne, ça veut dire que les réactions ont lieu là, et quand elles ont lieu, bah, la pile elle débite, donc elle fonctionne, jusqu'à ce qu'elle soit usée. Donc si la pile débite, hein, c'est que, pour moi une pile c'est comme un générateur, tu es d'accord? Du coup, un générateur, tu es d'accord, ou une pile, comment il fait le courant dans un générateur? Il part de quelle borne? Il va vers quelle borne? Le courant. Il va du plus vers le moins. Alors il part de Fe, du coup, puisque Fe c'est le plus. Donc il fait comme ça le courant. Il va jusqu'à Zn. Il va jusqu'à Zn. Donc ça c'est I. I c'est le sens du courant. Et je vais mettre en jaune ce qu'on appellera le sens des électrons. Ils font comment les électrons? Ils vont dans le sens inverse. Voilà, donc je vais les faire comme ça. Je sais pas si tu le vois bien le jaune que je dessine. Oui. Tu vois, je fais comme ça. Je fais aller, donc E-, c'est les électrons. Donc les électrons, tu es d'accord qu'ils partent de l'électrode de zinc, c'est bien ça? Et c'est normal, regarde. Le zinc, tu m'as dit qu'il libérait des électrons. Donc ils sont libérés par le zinc, donc ils partent du zinc. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ces électrons, ils sont capturés par le fer qui les récupère. Donc les électrons, c'est logique qu'ils aillent dans ce sens-là. D'accord. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? Ben, tu m'as trouvé l'oxydation, tu m'as trouvé la réduction. Ben, il ne reste plus qu'à faire la somme des deux. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, la réaction d'oxydoréduction. Réduction. Alors cette fois-ci, je mets une flèche, parce que c'est la vraie réaction. Alors qu'est-ce que j'ai à gauche? Qu'est-ce que j'ai à droite? Alors, Fe de plus 2E moins plus Zn. Alors, Fe de plus. Alors, les E-, on peut les éliminer parce qu'on sait qu'il y en a deux à droite, deux à gauche. Donc, on aura Bah, du coup, Zn. plus Zn. Et Fe plus Oui. Zn de plus. Fe plus Zn de plus. Et ben voilà. Tu as trouvé l'équation de la réaction qui a lieu lorsque la pile fonctionne. Tu vois? D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que cette réaction, tu aurais pu la trouver autrement. Il y a une règle que je t'ai appris qui s'appelle le gamma. Tu te rappelles du gamma? Ah oui. Oui. Il fait comme ça le gamma. Et ben, tu as juste à lire Fe2 plus Zn donne. qui fait Zn de plus Fe. Alors quand on applique le gamma, on a dit en cours que la réaction a lieu spontanément. Elle est naturelle, la réaction. Elle n'a pas besoin de... Elle se fait naturellement. On dit que la réaction est spontanée, naturelle. D'accord? D'accord. Alors maintenant, voilà. Donc ça, c'est pour une pile. Et donc, on voit bien que l'anode, c'est le zinc. L'anode se détruit. Et du coup, ben, la cathode, c'est le fer.
Et le fer, il n'est pas détruit du coup, puisqu'on forme du fer. Tu vois? Donc là, Ok. ça, ce qu'on vient de faire, eh ben, si tu veux, c'est un procédé pour lutter contre la corrosion. Et ben, comment il s'appelle ce procédé? Il s'appelle le procédé à... Alors, je te le remarque ici. Voilà. Il s'appelle ce procédé le procédé à anode sacrificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce procédé-là? Eh ben, ça veut tout simplement dire que dans une pile, et ben dans une pile, et ben c'est l'anode qui se sacrifie au profit de la cathode. Tu vois ce que c'est l'anode? Mhm. C'est le zinc. Donc tu vois que c'est le zinc qui s'oxyde avant le fer. Donc le fer est protégé. Le zinc s'oxyde à la place du fer. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'anode se sacrifie. Donc on appelle ça le procédé à anode sacrificielle. Et bien ça c'est exactement ce que tu as sur les coques des bateaux, les coques des navires. Les coques des navires, c'est en acier. L'acier, tu es d'accord que c'est du fer. D'ailleurs, l'acier, ben, je vais le marquer là d'ailleurs, l'acier, je peux dire que c'est un alliage. Tu es d'accord? Mhm. Alors, c'est quoi un alliage? Je te fais réviser en même temps. Oula. Qu'est-ce que c'est que l'acier? C'est un alliage. C'est quoi un alliage? Ça remonte à un peu loin. Un petit peu, mais Euh, c'est un mélange d'au moins deux métaux. Ah oui. Ok. Alors, moi je dis que l'acier, c'est un alliage par insertion. Qu'est-ce que ça veut dire? Un alliage par insertion. Je te fais un petit dessin pour expliquer. Imagine, tu es d'accord que l'acier, c'est des atomes de fer. Les atomes de fer, on peut représenter ça par des boules, comme ça, par exemple. D'accord? Ça, c'est des atomes de fer. Mhm. Bon, je les ai un peu mal dessinés, mais on les voit bien. Et ben, c'est quoi un alliage par insertion? Et ben, c'est ça. C'est que tu vas insérer, là où il y a des petits espaces, là, des petits atomes. Et c'est quoi ces petits atomes? Ben, généralement, c'est quoi l'acier? C'est un mélange de fer. Le fer, c'est les grosses boules que tu as là. Et on rajoute un petit peu de carbone. Et c'est ça l'acier. L'acier, c'est du fer avec un petit peu de carbone. Et D'accord. comme les atomes de carbone, ils sont tout petits par rapport aux atomes de fer, ils vont venir s'insérer là où il y a du vide. Donc on appelle ça un alliage par insertion. Et enfin, pour être tout à fait complet sur les alliages, tu as un autre alliage qui est connu. Est-ce que tu connais l'alliage qui est formé de cuivre et de zinc? Alors tout de suite maintenant non. Non. Alors on va dire que là, par exemple, tu as du cuivre. Et si tu veux remplacer un atome de cuivre par un atome de zinc, et ben tu vas réussir à faire du laiton. Et alors comment est-ce qu'on va appeler ce type d'alliage? On va appeler ce type d'alliage un alliage Par extraction. par... J'ai remplacé, j'ai remplacé un atome de cuivre par un atome de zinc. Donc j'ai fait un alliage par, non plus insertion, mais par Substitution. voilà. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi j'ai substitué? Ok. Ben, j'ai pu substituer tout simplement parce que le zinc, c'est un atome qui est dans la classification périodique juste à côté du cuivre. Donc ça veut dire que les deux boules, elles sont à peu près de la même taille. Donc c'est possible de les remplacer et de faire du laiton. D'accord. Donc voilà, voilà ce qu'il y a à savoir sur les alliages. Donc deux catégories d'alliages, par insertion et par substitution. C'est tout. D'accord. Et donc, j'arrive à un autre moyen de protection du fer. On a vu le premier moyen qui était le procédé à anode sacrificielle.
Donc c'est pour ça que oui, pourquoi je t'ai parlé d'acier? Parce que les coques des bateaux sont en acier et pour protéger les coques des bateaux pour éviter que ça rouille, bah, qu'est-ce qu'ils font les marins? Bah, sur la coque du bateau, ils mettent, tu regarderas, il y a une petite vidéo qui l'explique là, ils mettent des petites pastilles de zinc collées contre la paroi en acier. Ce qui fait que du coup, tu as la paroi en acier, tu as la pastille de zinc et tu as l'eau de mer. Donc tu as une pile. Et le fait que tu aies du zinc, D'accord. le zinc va se détruire, va se sacrifier au profit du fer. Donc tant que la pastille de zinc n'est pas totalement détruite, ton bateau il est protégé. Tu vois? Donc ça, c'est un premier Ok. moyen de protection contre la corrosion. Après, il y en a d'autres, hein, comme moyen de protection. Tu sais que par exemple, si tu as un portail en fer forgé chez toi, tu peux très bien mettre du vernis dessus ou tu peux très bien mettre de la peinture anti-rouille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la protection passive. Le souci, c'est que quand ça s'écaille, bah, il faut tout de suite remplacer la peinture parce que sinon le fer il va se corroder. D'accord. Ah, maintenant, un autre moyen, c'est ce qu'on appelle de l'acier galvanisé. Est-ce que tu sais ce que c'est que de l'acier galvanisé? Non. Non. Alors l'acier galvanisé, qu'est-ce que c'est? C'est un acier recouvert de zinc. Totalement recouvert de zinc. C'est ça qu'on appelle de l'acier galvanisé. Alors pour faire de l'acier galvanisé, il y a deux façons de procéder. Le premier moyen, c'est de plonger la pièce en fer que tu veux protéger dans un bain de zinc fondu. Parce que le zinc, il fond à peu près vers 350 degrés. Donc c'est facile de le faire fondre. Donc tu le fais fondre à 350 degrés et tu plonges ta pièce en acier dedans, tu la ressors, la pièce en acier est recouverte de zinc. Là on a bien de l'acier galvanisé. Maintenant, je vais te montrer un autre moyen de faire de l'acier galvanisé. L'autre moyen, c'est le suivant, c'est de faire une électrolyse. Alors pour faire une électrolyse, et pareil, là aussi il va falloir deux électrodes. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien déjà il faut une électrode en zinc, une électrode en fer. Tu vois, un petit peu comme pour la pile d'ailleurs. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut relier ça, cette fois-ci, à un générateur. Ce qui fait que, tu es d'accord, c'est plus un voltmètre là. C'est un générateur, ce qui fait que la pile tout à l'heure, c'était d'accord, c'est la partie rouge. La partie rouge, c'était la pile. Et là, la pile, cette fois-ci, c'est le générateur. Tu vois, on a inversé. On a inversé par rapport à la pile. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui va se passer, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Là, il y a pareil, il y a des ions Zn2+. Et on va mettre aussi qu'il y a des ions, on va dire sulfate. On va mettre du sulfate de zinc. Donc tu es d'accord que Zn2+, c'est positif, SO4 c'est négatif. Alors du coup, on a dit que, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ce qu'on cherche à faire, c'est faire de l'acier galvanisé. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux qu'il y ait une couche de zinc, tu vois, ici, là, je vais le faire en rouge. Moi, je veux qu'il y ait une couche de zinc qui recouvre le fer. Tu vois, c'est ce que je veux faire. C'est ça l'acier galvanisé. Donc, pour que le zinc se forme ici, tu vois ici, pour que le zinc se forme, il faut qu'il y ait une réaction de quoi alors? Oxydation ou réduction de ce côté-là? Oxydation? Si tu veux former du zinc, c'est quoi le couple? Zn2+, Zn. Voilà, si tu veux former du zinc, tu es d'accord qu'il faut partir de Zn2+. Comme ça, Zn2+, plus 2E-. 2E- donne Zn. Donc là, on a bien une Réduction. réduction.
Bah oui, 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 oui. Donc là, ça se réduit. Si je veux former du métal, il faut que ça se réduise. Donc là, on a une réduction. Si on a une réduction, on a quelle électrode? On a dit tout à l'heure. La cathode. Voilà. Ça ne change pas. Entre la pile et l'électrolyse, c'est toujours pareil. Donc j'ai une réduction, j'ai D'accord. la cathode. Ça, c'est ce qui se passe à la cathode. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'anode? L'anode, elle est en quel métal? Le zinc. Donc l'anode, ça sera l'autre électrode, du coup, ça sera le zinc. Donc à l'anode, il doit se produire une réaction de... D'oxydation. Voilà. Et donc comme c'est le zinc qui doit s'oxyder, ça va donc donner cette fois-ci Zn. Zn est égal à Zn2 plus 2 moins. Voilà. Et là, on a bien une oxydation. D'accord. Alors maintenant, j'essaie de comprendre. L'oxydation, elle libère des électrons. Donc ça veut dire que les électrons, tu es d'accord, ils vont être libérés, ils vont partir du zinc. Donc tu vois, les électrons, ils vont circuler comme ça. Et d'ailleurs, si tu regardes, les électrons, ils sont récupérés par cet électrode en plus. Tu vois, ils sont récupérés pour former du zinc. Maintenant, le courant. Qu'est-ce que tu m'as dit sur le courant? Il circule comment, le courant? Par rapport aux électrons. Ah, les électrons circulent comme ça. Quoi. Bah, dans le sens inverse, du coup, oui. Eh ben oui. Bah, bah si, dans le sens inverse de celui des électrons. Donc le courant, tu es d'accord qu'il fait comme ça, lui? Oui. Mais alors, du coup, tu vois, ton générateur, il est là. Donc, comment il fait le courant? Il part de quelle borne du générateur à quelle borne? Tu m'as dit tout à l'heure. Il part du plus vers le moins. Alors, le plus, c'est d'accord que c'est ici. Tu vois, le courant, il part d'ici. Donc là, c'est le plus. Donc, le courant, il part du plus, tu m'as dit. Il va comme ça, là. Et il revient en moins. Donc, le moins, c'est de ce côté. C'est bien ça le sens du courant. Ce qui fait que du coup, bah, l'anode, dans ce cas-là, ça sera la borne, on vient de voir. Zn. Oui, ça sera la borne. Plus. Et là, le Fe, ça sera la borne. Moins. Alors, qu'est-ce que je constate cette fois-ci? Je constate que l'anode, c'est la borne plus. La cathode, c'est la borne moins. C'est la borne moins. Pour une électrolyse. Alors que pour une pile, la cathode, c'est marqué là, c'est la borne plus. Et l'anode, c'est la borne moins. C'est l'inverse. Tu vois? C'est ça qui change entre la pile et l'électrolyse. D'accord. Alors enfin, la dernière chose qu'on peut te demander, tu vois, tout ça on peut te demander en exercice, tout ce que je viens de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te demander? Ben, tu vois, tu as des ions là. Zn2+, elles stockent de moins dans la solution. Ben, ces ions, vu qu'il y a des électrons qui se déplacent, il y a du courant, ben, ces ions, ils vont se déplacer eux aussi. Alors, ils vont se déplacer comment? Ben, les électrons, je les ai mis en rouge. Ils sont chargés comment, les électrons? Négativement. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a des ions qui sont négatifs là-dedans? Oui, 2. Oui, enfin 1 plutôt. C'est SO4 de moins, puisque c'est 2 moins, c'est négatif. Donc, si les... Regarde, je te montre avec ma souris. Si les électrons, tu vois ce qu'ils font, les électrons, ils circulent comme ça, là. Donc, SO4 de moins, il va aller où? Il va aller vers le zinc ou il va aller vers le fer? Vers le zinc. Eh bien oui, puisqu'il suit le sens des électrons. Donc, les sulfates, eux, ils vont se diriger vers le zinc. Et le courant, moi, je l'ai fait en... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc le courant, il fait comme ça. Tu vois, il est fait en vert. Donc le courant, il circule comme ça. Donc le courant, bah, c'est l'inverse des électrons, tu m'as dit. Donc si c'est l'inverse des électrons, c'est que le courant, c'est le sens des déplacements des porteurs de charge plus. Donc est-ce qu'on a une charge plus ici? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Oui, une. Oui, c'est Zn de plus. Donc Zn de plus, il va plutôt aller vers le zinc ou il va plutôt aller vers le fer? Vers le fer. Eh ben oui.
qui est d'ailleurs logique, parce que regarde, si le Zn de plus il va vers le fer, ben regarde ce qui se passe. Zn de plus, il va venir récupérer les électrons qui arrivent, et il va former du zinc. C'est pour ça que le zinc il se dépose sur le fer. Parce que les Zn de plus, ils sont dirigés vers le fer. C'est toi qui viens de me le dire. Donc s'ils sont dirigés vers le fer, eh ben, ils vont réagir avec les électrons, ils vont former du zinc, et le zinc, il va se déposer sur le fer, et ça va faire de l'acier galvanisé. Tu vois? Ça va? Tu m'entends ou pas? Anaïs, je sais pas si tu m'entends. Allô, allô, tu m'entends? Alors. Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Je sais pas, tu Oui, oui, ça avait bugué. Ouais, parce que je vois, ça me met mon stream est toujours en cours. Mais est-ce que tu vois mon écran? Ça va toujours? Oui, oui, oui. Ah, c'est bon, bah ça va alors. Ok. Donc là, du coup, et moi, c'était quoi voir avec toi? Donc là, on a fait tout ce qui était électrolyse, tout ça. Donc ça va pour l'instant. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre aussi par rapport à tout ça? Bon, il y a pas mal de choses là déjà. Donc ça c'est fait, ça c'est vu aussi. Ah oui, dans une électrolyse, alors tu vois, quand on fait une pile, on a dit qu'on appliquait le gamma, tu vois. Mais maintenant, quand on fait une électrolyse, on a vu que le sens des électrons, tu as vu qu'il a changé. Là, les électrons, tu vois, ils sont en jaune, ils circulaient comme ça, alors que là, maintenant, les électrons, ils sont en rouge, ils circulent comme ça, tu vois, ça a changé de sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais une électrolyse, et ben en fait, tu fais la réaction inverse du gamma. Tu vois, en fait, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu faisais la réaction Fe plus Zn de plus donne Zn. Qui fait Zn plus Fe de plus. Et là, tu reformes du Zn. Voilà. Le fait que tu fasses une électrolyse, ça veut dire qu'on appellera ça une réaction. Tu vois, j'ai appelé spontanée ici. Et bien là, on va faire ce qu'on appelle une réaction. Le contraire de spontanée, c'est une réaction forcée. Forcée, ça veut dire que le générateur, il va apporter de l'énergie extérieure pour forcer la réaction à se faire dans l'autre sens du gamma. Voilà ce que c'est qu'une réaction forcée. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter encore qu'il y a à savoir? On a eu pas mal de choses là déjà. Oui, un autre moyen de protection contre la corrosion, on a parlé de l'acier ici. Il y a un autre acier qu'on appelle acier inoxydable. On dit aussi acier inox. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que c'est que de l'acier inox? Comment elles sont faites tes casseroles de cuisine? En... Ben, il y a du fer. Mais pour que ce soit inoxydable, on rajoute d'autres métaux, du nickel, on rajoute je crois qu'il y a du molybdène, il me semble. Donc en fait, tu rajoutes au moins 2 autres métaux. Et donc ce qui fait que finalement, l'acier inoxydable, et ben ça s'appelle, hein, on vient de le dire. Eh ben oui. Alors je vais te poser une question. C'est quoi la différence entre un acier et un acier inox? La différence, elle est toute simple. Tu pourras même le faire chez toi. Tu pourras même t'amuser à le faire chez toi si tu veux. Pour savoir si tes casseroles, est-ce qu'elles sont en acier ou est-ce qu'elles sont en acier inoxydable. Il y a un truc tout simple pour le vérifier. Et ben, je sais pas si chez toi, tu as des petits magnettes sur ton frigo. Des petits aimants. Et ben, tu pourras faire ce soir un petit jeu. Tu pourras essayer de mettre ton magnette sur une casserole en inox. Et ben, je peux t'assurer que ton magnette, il va pas être attiré, il va pas tenir. Ça veut dire qu'un acier inoxydable, c'est plus aimanté. Il n'y a plus assez de fer.
c'est compensé par du nickel et du molybdène. Alors que si tu prends un objet en fer, comme la porte de ton frigo par exemple, bah, ton magnète il est attiré. Il est attiré par l'acier, par le fer. Mais si tu mets ton magnète sur une casserole en inox, tu verras, il ne va pas tenir ton magnète. C'est comme ça qu'on peut différencier un acier d'un acier inoxydable. Tu vois? D'accord. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour finir, il faudra bien que tu révises aussi la partie sur les, les propriétés physiques des matériaux. Tu vois, pour finir toute la partie matériaux. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette partie-là? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Propriétés physiques des matériaux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à connaître là-dedans? En fait, c'est pas vraiment du cours, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut te poser comme question? Là-dessus, on va te donner par exemple des documents qui te donnent des valeurs de propriétés physiques. Et ce qu'on peut te demander, c'est de les comparer, de dire par exemple quel est le plus isolant, quel est le plus léger, quel est le plus conducteur, quel est le... voilà, tu vois, des questions comme ça. Donc ça veut dire qu'on va te donner des documents avec des valeurs et ça sera à toi d'analyser les documents. Tu vois, c'est pas des questions compliquées ça, mais il faut bien comprendre ce que c'est les propriétés physiques. Donc est-ce que tu les connais, les propriétés physiques? Moi j'en vois plusieurs, j'en vois au moins une, deux, trois, Électrique, 4, thermique, j'en vois élastique, absorption, et puis c'est tout. Alors tu m'as dit redis. Et acoustique. Alors, acoustique, je vais le mettre là. Donc ça veut dire. Acoustique, absorption. Alors ça veut dire que. Ouais, c'est l'absorption. Oui. On va marquer absorption. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu as un gros coefficient d'absorption, ça veut dire que ton matériau il est super isolant. Si tu as un petit coefficient d'absorption, c'est que c'est pas très isolant. Tu vois? D'accord. Donc c'est ça l'acoustique. Ensuite, autre propriété, tu m'as parlé d'électrique. Élastique. Ah oui, élastique. Oui, électrique, oui. Bah, on va commencer par élastique. Alors comment tu vas savoir ça? Alors élastique. Alors comment est-ce que tu peux trouver ça? Comment tu peux savoir si c'est très élastique ou pas très élastique? Il y a quelque chose qui va te le dire. Avec le module Young. Voilà. Donc en gros, on avait dit que plus le module Young était grand, plus la force qui va l'exercer était forte. Ça veut dire que pour pouvoir étirer ton matériau, si tu as besoin d'une grosse force pour l'étirer, un gros module Young, c'est que ton matériau n'est pas très élastique. Si par contre, tu as besoin que d'une toute petite force pour étirer ton matériau, ça veut dire que tu as un tout petit module Young, alors là, ton matériau il est super élastique. Voilà. D'accord. Ok. Ensuite, autre propriété, tu m'as dit quoi? Thermique. Thermique. Alors, thermique. Alors, comment ça va se caractériser ça? Ça va se caractériser par ce qu'on appelle un coefficient de, je l'ai fait chercher sur internet la dernière fois, qui s'appelle de conductivité thermique. En gros, plus coefficient est grand, plus c'est conducteur. Plus coefficient est petit, moins c'est conducteur. Ce sera beaucoup plus isolant du coup. D'accord. Donc voilà, c'est ce coefficient qui va te dire si c'est très conducteur ou pas très conducteur. Ensuite, autre propriété, c'est électrique. La conductivité, on appelle ça la conductivité, coefficient de conductivité électrique. Et bien là, même chose. Si on te donne un coefficient de conductivité électrique, et ben ça veut tout simplement dire que plus le coefficient est grand, plus ça sera conducteur. Plus le coefficient est petit, plus ça sera isolant. Voilà ce qu'il y a à retenir. Et enfin, il y a une dernière propriété, je la mets ici. La densité. Et voilà, il y a deux choses. Il y a la masse volumique. Et la densité. Voilà, donc ça c'est les deux trucs à connaître. Masse volumique. Donc tu es d'accord que la masse volumique c'est la masse divisée par le volume. Voilà, ça c'est la masse volumique. Et la densité, qui se note D, qui est égale à la masse volumique du produit qui t'intéresse sur par la masse volumique de l'eau. Voilà, qui vaut toujours 1 gramme par centimètre cube. Donc du coup,
qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, moi, je peux dire deux choses. Je peux dire que si la densité est plus petite que 1, ben, ça veut dire que la masse volumique du produit est plus petite que la masse volumique, j'ai oublié de terminer, de l'eau. Voilà. Donc ça veut dire que si la densité est supérieure à 1, ça veut dire que mon matériau, qu'est-ce que je peux dire? Il est plus lourd. Enfin, Et non, et non, et non. Il flotte, il est moins lourd. Il est au-dessus de l'eau. La densité est Ah plus oui. petite que 1. Et le contraire, si la densité est plus grande que 1, la masse volumique du produit est plus grande que la masse volumique de l'eau. Donc si la densité est supérieure à 1, il coule. D'accord. Tu vois? Oui. La densité, ça n'a pas d'unité. La masse volumique, ça se mesure, tu vois, en grammes par centimètre cube. Ou alors en kilogrammes par mètre cube. Voilà. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les propriétés physiques. Et là, je crois que j'ai à peu près tout résumé, ce qu'il faut que tu saches pour le contrôle. Je pense que j'ai rien oublié. D'accord. Voilà, voilà tout ce que je mettrai dans le contrôle mardi prochain. Donc moi, je te conseille de bien regarder le netboard, bien regarder les petites vidéos, comme ça, tout ça, toi, toutes ces propriétés physiques là, je te les ai toutes illustrées par des petites vidéos. Les moyens de protection contre la corrosion, tu as plein de petites vidéos qui t'expliquent tous les moyens de protection contre la corrosion. Et puis tu as aussi des vidéos sur comment est-ce qu'on équilibre. Je t'ai mis des petites vidéos qui t'expliquent ça aussi. Normalement, tu as tout sur le netboard, hein. Tu as tout ce qu'il faut pour bosser à la maison avec tout ce que tu as comme outil pour bien réviser. D'accord, monsieur. Voilà. Et ben, si tu veux, je sais pas si tu as d'autres questions avant qu'on se quitte. D'autres questions? Non. Par contre, je sais pas si je serai là pour le contrôle du coup. Et ben, c'est pas grave. Donc je vous tiens au courant et dans tous les cas, j'ai des heures de notes dans la semaine pour le rattraper. Ben, là, tu me redis après quelle heure tu veux et puis je remettrai le sujet à la vie scolaire et je te ferai récupérer une heure à un autre moment. D'accord, ok. Est-ce que tu penses revenir vers quel jour à peu près du coup? Je sais pas du tout. Normalement, milieu de semaine prochaine. Ouais. Mais je sais pas. Ben, à ce moment-là, on peut le récupérer peut-être le vendredi. Je crois que vous avez pas mal. Non, il n'y a pas des trous le vendredi ou. Vendredi matin, si. Si, voilà, ouais. Donc à ce moment-là, on pourrait faire ça le vendredi matin si tu veux. Oui. Bah, Oui. bah, tu me rediras tout ça comme ça. D'accord. Voilà. Pas de souci. Et bah du coup, je vais. Ouais, bon, on va arrêter là. Donc je vais arrêter.